Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette première session des rencontres numériques de Décider ensemble. Donc, on sort de 3 jours de rencontres européennes de la participation citoyenne à Toulouse et on est très heureux de vous accueillir pour ces rencontres numériques. Donc là, on a accueilli plus de 1000 participants en personne et on continue avec plus de 700 inscrits dans les rencontres numériques. Pour permettre un accès à tout le monde à ces moments numériques, je vous rappelle que ces sessions sont enregistrées et elles seront disponibles par la suite sur YouTube, sur le YouTube de Décider Ensemble. Et puis, sans plus attendre, moi, je propose aux personnes l'atelier pour lequel vous êtes présents ici, qui s'appelle Comment rater une démarche participative, qui est proposé par l'atelier Hacker Corbeau, de prendre la main et je vous souhaite une très bonne session. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie Corbineau, urbaniste indépendante, spécialisée sur les processus participatifs. En 2 mots, je peux aussi juste rapidement vous dire qu'au niveau de mon parcours, j'étais maire d'une commune sur le mandat précédent. Je vous explique ça parce qu'on en reparlera tout à l'heure, ça m'a servi notamment en termes de méthodologie sur la participation citoyenne. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, j'ai aussi été agent territorial précédemment, donc ça me permet d'accompagner au mieux aujourd'hui les collectivités qui veulent développer des processus participatifs. Et je travaille en fait avec Alice Agou qui va se présenter. Et bonjour du coup à toutes et tous. Donc, je suis Alice Agou. Donc, je suis aussi urbaniste et facilitatrice et j'accompagne aussi du coup les acteurs publics dans leur démarche participative. Et du coup, on travaille en collaboration avec Aurélie depuis quelques mois. Voilà. Donc, on va toutes les deux co-animer cet atelier ce matin. Et puis, Anouk va être là aussi pour l'aspect technique et pour la répartition dans les salles. Donc, Anouk, je te laisse déjà les répartir dans les salles le temps qu'on fasse la petite présentation pour qu'au moment où on fasse la répartition, tout soit OK. Du coup, on va vous expliquer un petit peu comment on va travailler ce matin. On va travailler en plusieurs temps. Et on va avoir un premier temps. Donc là, vous êtes 30, une trentaine, 35 à peu près. Ce matin, on va avoir un premier temps où on va vous répartir dans des salles et vous allez faire des petits groupes d'apprentis sorciers et on va vous proposer de concocter la meilleure des recettes pour rater un projet participatif. Donc, vous allez être actifs ce matin, ce n'est pas quelque chose de descendant. Donc, c'est vous qui allez commencer par concevoir une recette pour rater en fait un projet participatif. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Et donc, pour travailler sur cette recette, vous allez chaque groupe va avoir comme ça un chaudron et puis vous allez avoir des petits carrés de couleurs avec marqué, là on a marqué ID1, ID2, ID3 dessus et l'idée c'est que sur chacun de ces carrés de couleurs vous allez pouvoir marquer vos ingrédients. Donc vous allez avoir des numéros de groupe, vous êtes répartis dans des groupes, à nous on va faire des groupes avec des numéros, donc le groupe 1 prendra le chaudron 1, le groupe 2 prendra le chaudron 2 et donc vous allez avoir pour ça 20 minutes pour marquer vos différents ingrédients. On s'est dit qu'on se retrouverait autour de 10h45, le temps que je termine les explications et qu'on fasse la répartition dans les salles. Donc, on se retrouvera en grand groupe à 10h45 quand vous aurez terminé à peu près ces 20 minutes pour concocter la meilleure des recettes. Donc, on va vous envoyer un lien dans le chat, dans les commentaires, pour que vous puissiez accéder au chaudron. Et donc, l'idée, ça va être que dans chaque groupe, vous nommiez, donc vous allez accéder en fait à une page comme ça, et vous allez nommer en fait un responsable de groupe, et l'idée c'est que ce responsable de groupe puisse accéder au chaudron, aux différents, à cette page-là. C'est pas grave si tous les membres du groupe n'accèdent pas à cette page-là, il faut au moins que le responsable de groupe puisse accéder pour qu'ensuite il partage son écran avec les autres. Donc il faut un responsable de groupe qui accède à ce Google Slide, donc qui s'appelle Rater une démarche participative. Et puis,
Et ensuite, donc vous allez vous répartir sur le chaudron qui correspond à votre numéro de groupe. Vous voyez qu'il y en a 12. Il y a 12 chaudrons. Donc, si vous êtes le groupe 1, vous allez sur le chaudron orange numéroté 1. Et ensuite, pour pouvoir grossir et vous mettre sur le chaudron, je vous ai juste mis comment ça se passait sur Google Slide. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller soit sur Ajuster pour pouvoir changer la taille et pouvoir zoomer sur le chaudron orange, par exemple, ou vous faites CTRL sur votre clavier, la petite touche en bas à gauche, et en même temps la molette de votre souris. Ça permet aussi de zoomer ou de dézoomer. Donc voilà, c'est 2 solutions pour pouvoir grossir votre chaudron à l'écran. Et après, l'autre chose que vous avez besoin de savoir, c'est pour pouvoir dupliquer vos idées. Comment ? Quelqu'un ? Non. Pour pouvoir dupliquer vos idées, en fait, on vous a fait des petits carrés. Il suffit juste de faire CTRL-C, hop, et puis ensuite, vous l'avez sélectionné CTRL-C et CTRL-V, ça permet de coller l'idée, et puis vous la mettez à côté. Et ensuite, vous cliquez dessus et vous écrivez dedans l'idée complémentaire que vous voulez écrire. Donc, c'est tout simple, mais on vous a mis sur la présentation les 2 slides que je viens de vous présenter. Comme ça, vous pouvez retourner dessus si vous ne savez plus comment zoomer ou comment dupliquer l'idée, c'est possible. Donc, vous allez accéder à ce document avec le lien Google Slide qu'on vous met dans la conversation. Normalement, Alissa va vous le mettre dans la conversation. Et vous allez pouvoir accéder à cette page numéro 5 sur laquelle vous avez les différents chaudrons sur lesquels vous allez travailler. Et vous allez nous mettre donc les ingrédients pour pouvoir rater un projet participatif. Donc, comment on s'y prend pour rater un projet participatif? Donc, n'hésitez pas à être créatif, à mettre des choses drôles, à être à rigoler un petit peu, délirer. On est en fin d'année, avant l'été, peut-être lâchez-vous, profitez-en, lâchez-vous, mettez des choses. En général, on a tous et toutes des expériences de projets participatifs, d'ateliers, de réunions qu'on a vécues qui n'étaient pas forcément positives. Donc, allez-y, mettez des choses qui soient originales, rigolotes, n'hésitez pas, ou très très concrètes et pratico-pratiques que vous avez pu vivre. Donc, Anouk, je ne sais pas si vous avez terminé la répartition dans les salles. Oui, si, normalement c'est bon, j'ai plus qu'à ouvrir. Donc, vous allez partir en groupe de 5 personnes. Et vous allez partir en groupe de 5 personnes. Et donc, l'idée, là, maintenant, ça va être de compléter les chaudrons. Et on vous donne, du coup, jusqu'à 10h45. Et de bien identifier un responsable de groupe qui prendra en note. Donc, organisez-vous au sein de chaque groupe pour faire ça. Moi, je vais passer dans les groupes si jamais vous avez un quelconque problème ou autre. Il ne faudra pas hésiter à le mettre soit dans les commentaires, soit à m'en faire part quand je passerai. Nous voilà toutes et tous à nouveau ensemble. Presque. Ça y est, tout le monde est là. Donc, on va maintenant passer à la dernière partie de cette session de travail, de cet atelier ensemble. On va vous expliquer un petit peu plus en fait la méthodologie et pourquoi on a conçu ça. Et donc, on va utiliser les différents éléments que vous avez produits ce matin. Alissa est en train de petit à petit les utiliser. On va les mettre, vous allez voir sur la méthodologie. Donc, vous expliquer en quelques mots, en fait, cette méthodologie, elle a été initiée par Pascal Jarry et Aline Guérin. Pascal Jarry travaille à la communauté urbaine de Bordeaux à l'heure actuelle. Il était avant au conseil départemental de la Haute-Garonne sur les démarches participatives. Et puis Aline Guérin, alors je me souviens plus, elle est en région parisienne. Je me souviens plus exactement, ça fait un petit moment. Et donc en fait cette méthodologie, j'étais, je vous disais, élue à ce moment-là quand Aline et Pascal ont commencé à me proposer cet outil-là. Et puis, ça m'a permis en fait de la tester et de la mettre en lien avec plusieurs expériences d'ateliers participatifs que j'avais pu mettre en place sur ma commune quand j'étais maire et qui avaient pas fonctionné ou mal fonctionné ou aussi bien fonctionné. Et ça m'a permis en fait de faire des études de cas, de comprendre, de reprendre toute la méthodologie et de me dire par rapport à cette méthodologie, si je prends
un exemple de quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, finalement, en quoi ça n'a pas bien fonctionné. Et puis, au fur et à mesure, cette méthodologie, je l'ai complétée, je l'ai remoulinée, et puis et je l'ai mis en page avec les dessins de Johanna Reyer qui fait la facilitation graphique. Et en fait, cette méthodologie, elle est basée sur la conduite de projet, mais qui est adaptée aux questions de participation citoyenne. Et l'idée, c'est d'avoir sur une page recto verso, on vous l'enverra ensuite par mail suite à l'atelier. Sur une page recto verso, vous avez une grande partie des éléments auxquels il faut penser pour lancer un projet participatif. Alors, c'est peut-être pas tous les éléments. Peut-être que vous, dans vos expériences, vous nous direz, mais peut-être il manque ça ou il manque tel élément. Ça nous intéresse aussi que vous nous fassiez vos retours. Et il est possible de remplir en fait cette méthodologie, donc cette page A3 recto verso. Il va être possible de la remplir soit seul pour préparer un projet, soit en groupe. Vous êtes 4-5 personnes et vous allez pouvoir travailler en groupe sur cette méthodologie pour préparer soit un projet, soit juste un atelier, parce que c'est aussi à différents niveaux. Ça peut être sur l'ensemble d'un processus qu'on peut l'utiliser ou juste sur un atelier ponctuellement. Donc c'est à plusieurs échelles. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dedans et je vais vous l'expliquer plus en détail par rapport à ce que vous avez produit ce matin. Tac. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit un truc blanc. Ouais, on voit rien. Encore l'écran, ça ne va pas tarder. On va arriver. Sinon, j'ai prévu le deuxième ordinateur pour vous partager. Si jamais il y a un souci. Pour l'instant, ça ne passe pas, hein, ce que je vois. Non. Ça ne passe pas dans les tuyaux. Alors, sinon, je vous le partage sur le deuxième ordinateur. Attends de voir. Non, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Vous voyez pas? Ah, non? Tac, tac, tac. Allez, j'arrête le partage, je vais le faire avec le deuxième écran. Tac. Donc là, je suis ici. On va mettre là. Et voilà. Donc, excusez-moi, hein, c'est la technique. On préfère largement faire cet atelier en présentiel. On est désolé de devoir vous le proposer en distanciel, mais on essaie de faire le maximum. Alors, hop, je vous partage le deuxième écran. J'espère que ça fonctionnera mieux. Une fenêtre. Tac, voilà. Ah, cette fois-ci, ça fonctionne. Oui. C'est bon. Donc, en fait, là, je vais reprendre les différents items sur lesquels vous avez essayé de mettre vos différentes idées. Et puis, je vais vous les détailler un petit peu. Alors, peut-être que si, au global, avant, vous dire quelle est la méthodologie, elle est en fait en... Elle est en... Hop, non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais faire. Tac. Elle est détaillée en plusieurs grandes parties. Il y a la partie numéro 1 qui est la partie définir le cadre. Étape numéro 1, définir le cadre. L'étape numéro 2, c'est la partie piloter. L'étape numéro 3, c'est la partie animer. Et ensuite, on a l'étape numéro 4 qui est la partie mobiliser, restituer, communiquer. Ensuite, on a l'étape numéro 5, anticiper l'évaluation. Donc ça, c'est les 5 grandes étapes de cette méthodologie. Et hop. Alors, Alicia, je te laisserai, hein, si j'oublie de donner des petites idées de ce qui ont été ajoutés, de ce que tu as ajouté dessus. N'hésite pas à intervenir. Donc, dans les objectifs, donc, la première étape, c'est qu'on va définir le cadre. Quand on a un projet participatif à faire, la première étape, ça va être de définir le cadre, de bien le définir. Et je dis tout le temps, il faut d'abord définir les objectifs et la population concernée, le territoire, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Moi, quand on me dit là, pour ça, on voudrait faire une réunion publique. Je leur dis, là, attention, la réunion publique, c'est un outil, et un outil, il répond à des objectifs et il répond à une population. Et la réunion publique, elle va répondre à des objectifs précis, elle va répondre à une population précise. On sait qu'en réunion publique, par exemple, on a plutôt des personnes de plus de 60 ans, CSP+,
plutôt blanche. Enfin voilà, typiquement, ça va répondre à un public particulier. Donc la première étape vraiment, ça va être de définir le cadre et de se dire pourquoi est-ce qu'on veut faire participer, c'est quoi les besoins, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce projet tout seul, c'est quoi nos besoins. Donc là, vous avez mis, pour pouvoir rater une démarche participative, c'est d'avoir des objectifs flous, pas d'objectifs clairs et réalisables, mesurables. Donc ça, en effet, quand les objectifs ne sont pas bien définis, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce projet-là, derrière, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on le fait aussi de manière participative, ça ne fonctionne pas. Et du coup, dans les objectifs, on peut même aller jusqu'à qu'est-ce qu'on a besoin en fait. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de faire émerger des idées? Est-ce qu'on a besoin de favoriser l'échange? Est-ce qu'on a besoin de décider, prioriser? C'est quoi précisément les objectifs? Et après, on a la population concernée. Et là, souvent, moi, j'entends mais c'est tout le monde, c'est tous les habitants. Et en fait, non, il faut cibler, c'est super important de cibler parce que dans les habitants, vous avez des sociogroupes vraiment différents. Et en fonction des sociogroupes, vous n'allez pas travailler du tout de la même manière avec les différents sociogroupes. Et donc là, typiquement, vous avez marqué ne pas cibler son public, donc on est en plein dedans, ou avoir un public trop homogène aussi. Alors, on peut faire le choix d'avoir parfois des publics homogènes. C'est possible, mais en tous les cas, la question du public, elle est, par exemple, même dans les jeunes, c'est qui les jeunes qu'on cible? Est-ce que c'est des jeunes qui sont scolarisés? Est-ce que c'est des jeunes qui sont sortis du système scolaire? Est-ce que c'est des jeunes parents? Et c'est quoi les jeunes? Est-ce que c'est entre 12 et 15 ans? C'est des collégiens? Est-ce que c'est entre 15 et 18 ans? C'est des lycéens? Donc ça va être très, très important aussi de bien cibler son public. Et après, on le verra sur les questions de mobilisation en fonction des publics que vous voulez cibler. Vous n'allez pas cibler pareil des jeunes de 12 à 15 ans que des jeunes, par exemple, qui ont entre 25 et 30 ans et qui sont jeunes parents. Vous n'allez pas cibler du tout de la même manière. Ensuite, le point numéro 3, c'est toujours dans le cadrage, c'est le niveau d'implication citoyenne que vous souhaitez. Alors, vous le verrez, là, moi, j'en mets que 4. Je mets que information, consultation, co-construction, co-décision. Il y en a qui rajoutent la concertation. Moi, je ne le mets pas. Pourquoi? Parce que la concertation, pour moi, c'est un élément qui relève de procédures inscrites dans la loi législative, mais qui ne sont pas définies pour autant. Et dans la concertation, on va retrouver à la fois de l'information, à la fois de la consultation, à la fois de la co-construction. Moi, je mets que ces 4 niveaux d'implication citoyenne: information, consultation, co-construction, co-décision. Après, on pourrait échanger dessus, mais... Et donc là, ça va être... donc là, on a par exemple un groupe qui nous a mis ne pas être sincère. Est-on dans une vraie concertation ou une simple réunion publique? Donc en effet, de ne pas bien définir les niveaux, ça peut être très très frustrant pour les participants. Moi, j'ai vu des situations où on disait aux gens, vous venez pour de l'information, et ils se retrouvaient à faire de la co-décision. Donc, alors qu'ils n'avaient pas du tout l'information avant, et que dans la même réunion, ils devaient échanger, enfin avoir l'information, ensuite ils devaient échanger, ensuite ils devaient co-décider avec les élus sur place. Et donc ça, c'est pas possible, quoi. Donc dès le début, il faut définir c'est quoi le niveau d'implication citoyenne qu'on demande. Et on peut avoir dans un même processus, on peut avoir plusieurs niveaux d'implication citoyenne. À des moments, on peut être dans l'information, à d'autres moments, on peut être dans la consultation, à d'autres moments, la co-construction ou la co-décision. Et même, voilà, on peut même sur une même réunion faire de l'information et de la consultation, mais que ce soit très très clair dès le début. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et après, toujours dans le cadrage, c'est quoi le champ du débat? Qu'est-ce qui est dans le sujet et qu'est-ce qui est hors sujet? Là, il y a un groupe qui a marqué changer de sujet en cours de route. Par exemple, si vous faites un atelier sur l'éclairage public et que finalement, dans cet atelier-là, comme dans votre proposition, vous vous retrouvez à parler de l'accueil de loisirs associé à l'école, on n'est pas dans le même sujet et les gens, ils sont venus pour l'éclairage public, ils ne sont pas venus pour l'accueil de loisirs associé à l'école. Donc, mais même du coup, ça c'est très important parce que de bien définir le champ du débat, ça vous permet aussi de dire aux personnes qui sont complètement hors champ du débat, de leur dire en fait là, on ne peut pas en parler là maintenant. Si vous voulez, en fin de réunion, on peut prendre un quart d'heure pour échanger sur ce sujet-là. Mais là, le sujet ce soir, c'est bien l'éclairage public et on n'est pas là pour parler de l'accueil de loisirs associé à l'école. Donc ça va être aussi des choses super importantes pour ne pas décevoir les participants. Ah, je vois quelqu'un qui a levé la main. Ouais. Je ne vois pas le prénom, mais... Oui,
Oui, Muriel, oui, bonjour, c'est moi. Juste, il me semble que les idées issues de notre groupe ne figurent pas. Est-ce que c'est normal? Si, en fait, je les intègre petit à petit, mais je prends en fonction de chacun des groupes. Et à chaque fois, je prends les propos qui illustrent parfaitement, parce que c'est vrai que donc, je n'ai pas fait d'intervention pour le moment, mais sur le niveau d'implication, donc la troisième étape dont parlait Aurélie, en fait, vous avez eu du mal dans la classification des différents éléments. La seule étiquette que j'ai trouvée qui correspondait effectivement à ce qu'on entend, nous, au niveau du niveau d'implication citoyenne, c'est cette question de la vraie concertation, de la simple réunion publique. Donc, en fait, à chaque fois, je prends des exemples qui illustrent le propos d'Aurélie. Et donc, vous inquiétez pas, je bascule et j'ajoute vos idées et je vérifie bien ce que vous avez noté. Et merci à Alissa qui fait ça en direct quand même, hein, parce que du coup, vous venez juste de produire ça. Elle est en train de relire tout ce que vous avez produit pour pouvoir les ajouter au fur et à mesure. Donc, c'est un boulot un petit peu stressant à faire en direct, pas évident. Mais après, justement, ça vous permet aussi par rapport aux explications que je vous fais là, peut-être de retourner voir ensuite votre chaudron et de voir un petit peu par rapport à ce que vous aviez mis, peut-être si vous bougeriez vos étiquettes éventuellement suite à ça. Ensuite, on a donc toujours dans le cadrage l'articulation à la décision. Donc, ça va être très important de poser dès le début, c'est qui est-ce qui va décider in fine du projet, quel est l'engagement de prise en considération dans la décision aussi va-t-elle être motivée. Là, vous avez noté par exemple le manque de transparence sur la participation réelle aux décisions. Donc ça, en effet, ça rentre bien dans ce cadre-là et ne pas être transparent. Et en fait, sur la question de l'articulation à la décision, on l'a vu par exemple sur la Convention citoyenne pour le climat, où on annonce que la Convention citoyenne pour le climat va pouvoir initier un certain nombre de choses. Et puis après, en cours de route, on change complètement de règles du jeu. Ça déçoit énormément les participants, en fait. Ce genre de choses, c'est catastrophique pour la démocratie, pour les processus participatifs. Donc, typiquement, voilà, sur l'articulation à la décision, ça va être très important que ce soit pareil dès le début, qu'on s'engage sur comment on va prendre en considération les éléments dans la décision. Est-ce qu'on va motiver la décision ou est-ce que même les personnes vont pouvoir co-décider ou pas, et que ce soit très clair dès le début. Et puis, dans cette dernière partie sur le cadrage, il y a l'articulation avec les instances de concertation territoriale. Et ça, souvent, ça nous arrive d'oublier, est-ce que sur le territoire, on a déjà un conseil municipal de jeunes, est-ce qu'on a déjà des conseils des quartiers ou un conseil citoyen ou d'autres instances qui participent à la concertation locale. Et du coup, de ne pas les oublier si on essaie d'avoir un maximum d'acteurs. Et puis, mais parfois, on peut se dire, non, volontairement, on ne veut pas que ce soit des gens qui soient déjà représentants. Donc ça, on peut l'assumer complètement, mais c'est juste de ne pas l'oublier, en fait. De pas oublier. Je précise, là, il n'y a pas d'étiquette parce qu'en fait, vous n'en avez pas mise globalement, ou les quelques-unes qui ont été associées à cet item-là. Pour le groupe numéro 4, j'ai l'étiquette, par exemple, de toujours engager les mêmes personnes. Et donc ça, en fait, c'est plus quelque chose qui se rattache au public. Et enfin, la manière dont je le comprends. Après, peut-être que si les personnes du groupe 4 veulent expliciter cette étiquette de toujours engager les mêmes personnes, mais voilà, pour moi, ça n'est pas relatif aux instances de concertation qui sont déjà définies sur le territoire. Je vais prendre la parole 2 secondes, pardon, je fais partie du groupe 4. En fait, on a souvent des personnes effectivement qui sont mutualisées un peu sur tout. Alors ça, c'était un premier souci. Et aussi, on s'était dit, le souci, c'est de dire, je le vois parfois quand on veut justement avoir l'avis du public, notamment je travaille sur le budget participatif, de dire, non mais c'est bon, on a présenté le suivi de réalisation en conseil d'arrondissement, donc ça suffit. Alors que le conseil d'arrondissement peut, par exemple, justement, à juste raison, nous interpeller en disant, mais avez-vous engagé les parents des élèves à côté, justement, de la nouvelle aire de jeu ou ce genre de choses. Donc, c'était aussi... il y avait un petit peu des deux. C'était un peu un double emploi, effectivement, mais je comprends que c'était... Et n'hésitez pas, du coup, sur cette première partie, sur le cadre, est-ce que ça vous fait référence à d'autres choses? Vous pensez à d'autres choses? Est-ce que pour vous, en termes de cadrage, c'est pas suffisant? Il y a des choses qui... Voilà, n'hésitez pas de nous faire un petit retour là-dessus, autour d'expérience ou une question. Justement, j'allais m'arrêter après cette première partie sur le cadre. Ou est-ce que pour vous, ça semble cohérent de démarrer par ça?
Non, c'était bien, je pense, le cadre. On a eu un petit peu du mal techniquement avec le zoom des images au début à comprendre effectivement dans quel groupe, mais la présentation est assez intéressante de voir les différents rendus des différents groupes. Enfin, je trouve ça bien personnellement. Ok. Bah, du coup, alors je continue s'il n'y a pas d'autres, à moins qu'il y ait un autre retour, mais sinon je vais continuer, puisqu'il nous reste normalement que 5 minutes. Du coup, la deuxième étape, c'est de piloter. Et donc là, sur le pilotage et la mise en œuvre, les questions de base, c'est qui est le maître d'ouvrage? Est-ce qu'il y a un binôme élu-technicien? Ou alors est-ce qu'il y a un comité de pilotage ou qui est le maître d'œuvre aussi de la concertation? Est-ce qu'il y a un prestataire? Est-ce que c'est un agent de votre structure? Est-ce que le public est associé au pilotage? On pense rarement à associer le public au pilotage. Je pense à des communes qui ont travaillé sur des comités de pilotage, par exemple, où ils travaillent sur un projet sur la politique jeunesse, ils ont décidé d'inclure des jeunes dans le comité de pilotage. Qui sont les partenaires? Enfin, est-ce qu'il y a des partenaires dans le comité de pilotage ou pas? Alors, ça sont des questions de base, mais même pour un projet participatif, on peut se poser ces questions-là. On n'est pas obligé de faire ça juste sur un binôme élu-technicien. Et donc là, en termes d'éléments, alors pas de moyens humains mis à disposition, j'aurais presque mis dans le budget, ça peut être dans le pilotage ou dans le budget, et puis avoir un élu désintéressé, qui ne s'intéresse pas au sujet. Donc c'est sûr que si du coup on n'a qu'un technicien qui porte le projet, ça peut être vite un peu embêtant. Ça peut permettre de bien rater la démarche si on n'a pas de portage politique. Ensuite, l'élément suivant dans le pilotage, c'est le budget. Quel budget est consacré à cette action pour les ressources matérielles, humaines? Est-ce qu'il y a un budget d'investissement, un budget de fonctionnement? Faut-il anticiper l'année précédente, le budget? Donc là, dans les groupes, vous nous avez mis ne pas connaître les ressources à disposition, ne pas anticiper, ne pas avoir de planning. Donc, en effet, dans le budget, la question des ressources, elle rentre bien là. Et le planning, c'est sur l'item suivant. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir? Non. Et donc, par rapport au budget, on pense rarement au budget que nécessite en fait la participation citoyenne, mais ça nécessite un budget. Faire un référendum, ça a un coût en fait. Moi, j'ai travaillé sur un référendum au niveau des parents d'élèves. Il fallait consacrer 1,5 € à peu près par parent d'élève de budget pour faire un référendum simplement au niveau des parents d'élèves. Alors, normalement, un référendum, c'est à l'échelle de la population. Nous, c'était vraiment qu'au niveau des parents d'élèves. Et donc, sans compter les ressources humaines. Donc, en effet, voilà, travailler sur la participation citoyenne, c'est un coût et souvent on l'oublie en fait. Donc, c'est important de l'avoir dans les items du pilotage. Et puis après, quel calendrier? Et en fait, c'est comment on met en parallèle le calendrier du projet avec le calendrier participatif. Souvent, on fait les projets participatifs, on y pense au dernier moment. Ah, ce serait bien de faire de la participation citoyenne alors que le projet il est déjà lancé. Et du coup, c'est comment on met en concordance dès le début, au tout début d'un projet, par exemple, de construction d'école. Si vous avez en parallèle l'intention de faire cette démarche sur la construction de l'école de manière participative, comment vous mettez les deux calendriers en connexion l'un avec l'autre? Est-ce qu'il y a un phasage du processus participatif? Est-ce que ça se fait en plusieurs étapes? Par exemple, vous avez d'abord toute une partie information, et puis après une partie, vous allez commencer par consulter les gens, puis après une partie, vous rentrez dans un processus de co-construction, puis de co-décision. Est-ce qu'il y a un phasage? Quel est le rythme des réunions préparatoires? Enfin, ça semble tout bête, mais ça nécessite un rétro-planning, ça nécessite d'aller jusqu'à la date finale, et puis de se dire, hop, on revient un petit peu en amont, et est-ce qu'il faut prévoir plusieurs temps d'animation? Et tout ça, voilà. Des fois, on n'y pense pas. donc, ça semble nécessaire de le mettre dans la question du pilotage. Est-ce que sur cette question du pilotage, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou pas? Non? Bon, c'est assez classique sur le pilotage, mais en essayant d'avoir le ciblage processus participatif, spécifiquement de faire le focus spécifiquement là-dessus. Alors après, l'étape numéro 3, c'est d'animer. Et alors là, souvent là-dessus, vous avez beaucoup d'idées. C'est-à-dire que vous pensez souvent que pour rater un processus participatif de manière générale, quand je fais ce genre de démarche, ce genre d'atelier, vous pensez régulièrement que c'est dans le fait d'animer qu'on rate le processus. Mais on rate le processus parce que c'est l'ensemble des choses, en fait. C'est l'ensemble de ces items. Il va en manquer 2-3 et du coup, ça va faire bugger le processus. Donc là, sur l'animation, il y a la question des outils de l'échange. Est-ce que
pour moi, les outils d'échange, c'est déjà la question, c'est est-ce qu'on fait les choses dans la rue, par exemple, un atelier de rue, enfin, est-ce qu'on va vers les gens, est-ce qu'on va dans une démarche d'aller vers, ou est-ce qu'on fait venir les personnes? Donc ça, pour moi, c'est la première chose de l'outil de l'échange. Et c'est deux démarches complètement différentes entre aller vers ou faire venir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place comme type d'atelier? Et donc là, dans les ateliers, on a plein de possibilités, hein. Enfin, nous, on a créé un guide dans lequel on a plein de fiches outils en fonction des objectifs participatifs qu'on se définit. Nos objectifs participatifs, nous, c'est informer, comprendre, réaliser un diagnostic, un état des lieux, favoriser l'échange. On a aussi évaluer, et puis on en a un dernier, prioriser, décider, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est à peu près les grands objectifs participatifs qu'on se donne, et on classifie nos outils en fonction de ces objectifs participatifs. Et ensuite, quand on travaille avec un public, on essaie de trouver les outils qui sont les plus appropriés en fonction des objectifs participatifs. Et donc, alors là, par exemple, dans les outils de l'échange, vous avez tout misé sur le numérique. Alors, parfois, ça peut fonctionner. Moi, je ne suis pas ultra fan du tout numérique. Je pense qu'en effet, c'est nécessaire de passer par les échanges directs pour que mais bon, il y en a certains qui sont plus fervents du tout numérique. Ensuite, du coup, il y a la question du lieu, du jour, l'heure. Est-ce qu'on a bien pensé, par rapport au public et aux objectifs de départ, toujours par rapport au public et aux objectifs de départ, est-ce que le lieu, le jour et l'heure choisis sont pertinents? Est-ce que le public est disponible à cette heure-là, ce jour-là, et même pour l'outil que vous allez utiliser en termes par rapport à ce que je vous disais juste avant sur les objectifs participatifs, les outils de l'échange, est-ce que l'outil correspond au public? Est-ce que c'est un public d'enfants? Est-ce que c'est un public d'ados? Est-ce que c'est un public d'adultes, de personnes âgées? Du coup, en fonction, est-ce que l'outil correspond bien à ce type de public? Est-ce qu'ils vont s'y retrouver dans ce type d'outil? Et après, c'est comment est-ce qu'on va animer les échanges, et comment on organise la salle. Est-ce que déjà on a prévu un accueil spécifique pour les personnes, pour les mettre en confiance quand ils arrivent dans la salle? Il y a un document assez génial d'ATD Carmonde sur le sujet qui est la participation de toutes et de tous, qui explique très bien comment faire pour justement accueillir les personnes, pour comment les mettre en confiance quand elles arrivent quelque part. Parfois, il faut aller les chercher à leur domicile pour les aider à participer aussi. Donc quand elles arrivent dans la salle, comment on les met en confiance? Est-ce qu'après, comment vous avez organisé la salle en fonction de si vous avez mis des tables, pas de table, ça va générer des échanges complètement différents. Si vous avez organiser la salle en rond, ou si vous avez mis juste une assemblée avec une table au fond et des gens qui parlent derrière la table, ça va générer quelque chose de complètement différent dans les échanges. Donc, comment vous avez organisé la salle, comment vous allez faire circuler la parole? Est-ce que vous avez besoin d'un tiers animateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir animer pour vous? Est-ce que c'est vous qui animez? Est-ce que vous vous sentez d'animer? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser dès le début. Et donc, là, vous avez mis comme exemple pour rater ça, c'est de ne pas faire circuler la parole et de laisser les plus forts la monopoliser. Et normalement, dans des échanges participatifs, l'idée, c'est qu'on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole et qu'on fasse circuler cette parole. Alors, pour ça, on a différentes possibilités. On a la possibilité de passer de l'échelle individuelle à l'échelle petit groupe à grand groupe pour pouvoir faire circuler au mieux la parole et par exemple, faire émerger les idées. Mais il y a plein de possibilités. Mais il faut y penser aussi à ce moment-là. Est-ce que là-dessus, sur la question de l'animation, vous avez des retours à nous faire? Non, pas de retour. Alors, hop, non, c'est là. Je continue. Tac. Et donc après, j'en ai encore pour 5 minutes. Je déborde un petit peu au niveau du timing, je suis désolée. La quatrième étape, ça va être de mobiliser, restituer et communiquer. Et là, en fait, sur la mobilisation, ça va être très important d'identifier le public, en fait, parce qu'on ne peut pas mobiliser son public si on ne le connaît pas bien correctement. C'est pour ça qu'il faut le cibler au maximum. Et donc la mobilisation, c'est comment vous allez faire en sorte que le public participe à ce moment participatif. Est-ce que c'est avec une invitation, une parution, un affichage, une mobilisation des réseaux, des relais? Est-ce que vous allez vers ces personnes? Comment vous y prenez pour les 12-15 ans? Est-ce que vous passez par TikTok? Est-ce que vous passez par les parents qui deviennent prescripteurs? Comment vous faites pour mobiliser? Est-ce que vous passez par les enseignants? Comment vous y prenez en fonction des différents publics? Et donc là, vous avez noté accessibilité de l'information, des documents, inclusivité des différents publics.
Du coup, ce serait une non-accessibilité de l'information si on voulait rater la démarche. Mais tchoc. Ok. Et donc ensuite, là, il y a un point très très important, c'est à partir du moment où on s'engage à faire de la participation, il faut restituer les échanges. Si vous ne restituez pas les échanges, ce n'est pas la peine de faire de la participation. Ça, c'est quelque chose, un engagement absolument très très fort que vous devez avoir à partir du moment où vous lancez un processus participatif, c'est de restituer les échanges des personnes. Et cette restitution, elle peut se faire sous plein de formes, elle peut se faire par écrit, en dessin, en vidéo. Et après, du coup, il faut se poser aussi dès le début, c'est qui est-ce qui va élaborer le compte-rendu, sous quelle forme, et comment vous allez le diffuser. On peut le diffuser dans la rue, on peut faire des affiches pour diffuser les comptes-rendus. On n'est pas toujours obligé de le faire passer par mail ou quoi. En fonction du public et de là où on va, on peut le faire de manière très différente. Quelle traçabilité de ces échanges vous allez avoir, quelle valorisation des parties prenantes aussi vous allez avoir dans cette restitution des échanges. Et là, justement, vous aviez mis garder tous les résultats et les contributions pour soi. Ça, c'est une bonne manière de rater la démarche. Mais c'est très, très important. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dans un des groupes parler de verbatim. C'est très important que les gens retrouvent les mots qu'ils ont utilisés. C'est-à-dire que vous ne transformiez pas les mots des personnes en faisant des... Alors, vous pouvez faire des synthèses, mais au début, vous devez avoir un endroit où vous avez exactement tout ce que les gens ont dit, en fait. Et quand ils notent sur du papier des éléments ou quand ils le disent par oral, on doit retrouver de manière précise ce qu'ils ont dit, qu'ils puissent retrouver leurs paroles quelque part, en fait. Et après, on peut en faire des synthèses et synthétiser pour capter les grands éléments. Mais ça, c'est super important d'avoir ces paroles précises. Et même, on peut, quand on fait des synthèses, illustrer par des paroles précises ce qu'on peut dire les différentes personnes. Et après, sur cette partie-là, c'est donc c'est la communication. Comment est-ce que vous allez communiquer comment vous allez communiquer globalement sur votre action avant, pendant et après. La mobilisation, c'est avant seulement. Mais la communication, c'est avant, pendant, après. Et donc là, comment vous allez vous y prendre Est-ce qu'il y a un site web Est-ce que vous communiquez sur les réseaux Est-ce que vous faites de l'affichage Est-ce que vous avez un site web, par exemple, de l'ensemble de la démarche qui retrace le avant, pendant, après Comment vous y prenez Où est-ce qu'on peut retrouver les comptes rendus Est-ce que dans le cadre de la communication, on peut retrouver les différents comptes rendus Voilà, la communication, c'est tout ça, c'est au sens large. Et puis, la dernière, du coup, est-ce que sur cette étape de la communication, mobilisation, restitution, communication, est-ce que vous avez des choses à nous partager là-dessus? Il y avait un petit manque de communication, c'était ce que vous aviez mis. Hop, pardon. Et après, du coup, si personne n'intervient, du coup, je termine. Hop, j'en terminerai avec le dernier point qui était l'évaluation. Ah, voilà. L'évaluation. Et puis, donc, sur ce dernier point, sur quels critères ou indicateurs allez-vous évaluer? Qui va s'occuper de l'évaluation? Est-ce que le public participera à l'évaluation? Donc ça va être important. L'évaluation, c'est pas toujours, on n'est pas toujours obligé de la faire en interne, on peut la faire avec le public. On peut évaluer chaque moment participatif, chaque temps participatif, par des toutes petites choses. On n'est pas obligé de faire des grosses évaluations, on peut juste demander, faire des petites évaluations. Nous, on fait des évaluations par la main, par exemple. Qu'est-ce qui a été top, qu'est-ce que vous vouliez souligner, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qui était précieux, qu'est-ce qui était trop court. Et en 5 minutes, 5-10 minutes, on a une petite évaluation rapide du temps, mais on peut faire des choses encore plus simples par des smileys ou des choses pour pouvoir évaluer et s'améliorer et que les autres temps participatifs soient plus intéressants. Et justement, là, vous avez noté laisser s'essouffler les dispositifs, ne pas les évaluer ou les suivre. Et avec l'exemple des conseils citoyens, et ça, en effet, le fait de pas s'améliorer, de ne pas entendre en fait les critiques, les retours, les différents points problématiques fait que derrière, le groupe va s'essouffler parce qu'il aura l'impression aussi parfois de ne pas être respecté, de ne pas être entendu et du coup, ils ne vont pas forcément continuer la démarche si vous êtes sur des temps longs parce qu'on n'est pas obligé de faire de la participation sur des temps longs, on peut faire de la participation de manière ponctuelle, mais on a aussi des groupes qui par contre travaillent sur des temps longs et là, ça nécessite vraiment un travail d'évaluation en fait. Donc voilà un petit peu pour vous présenter en quelques mots la méthodologie. Est-ce que là-dessus, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos retours sur cette présentation? Est-ce qu'on vous a endormi?
Non, c'était Euh, intéressant. non, c'était vraiment bien d'échanger effectivement avec d'autres personnes. C'est toujours bien de voir effectivement qu'on peut avoir les mêmes pensées sur certaines idées. En même temps, ça permet d'alimenter sur autre chose. Et puis un peu de rappel de méthodo fait toujours du bien, je dirais. Donc merci. Juste si je puis me permettre, vous m'entendez? Ouais. Évidemment, hein, l'objet aujourd'hui, c'est la méthodologie pour être sûr que tout le monde ait les bonnes façons de faire. Mais j'insiste, et je trouve que la séquence nationale l'impose, sur l'intentionnalité. On est vraiment, il n'y a pas moyen d'être dans l'instrumentalisation si on veut associer du public, un peu, beaucoup. C'est très important. Voilà, c'est vraiment déterminant et la principale source d'échec, c'est celui-là. À la limite, la méthode, on peut bricoler, on peut oublier des trucs, mais on peut toujours se récupérer. Tandis que s'il n'y a pas une réelle intention, si on est dans de la com, si on est juste dans du process, c'est dramatique, mais vraiment dramatique. Ça a des conséquences à long cours. Je dirais inversement, j'entends là-dessus, je pense que c'est important de le rappeler, l'éthique, la transparence à tous les niveaux. Mais il y a aussi malheureusement des fois je pense beaucoup de frustration. Je pense qu'on n'est pas les seuls de se dire, on a des attentes qui sont très ambitieuses, mais on n'a pas les ressources en interne pour faire quelque chose qui permette un suivi réel. Et ça, c'est terrible parce que on peut être accusé de laisser tomber les gens, de pas revenir dans des temps corrects, etc., etc. Et c'est pas un manque de volonté, c'est pas une instrumentalisation, c'est pas un je m'en foutisme. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut qu'on arrive aussi en termes de plan de charge à conjuguer nos différentes choses. Et ça, c'est une difficulté Oui, mais aussi, voilà, je pense. pourquoi ne pas le dire justement? C'est-à-dire que moi, par Ah, exemple, mais ça, il y a un message qu'on porte. Ouais. Oui, c'est fini. Peut-être que certains d'entre vous sont des techniciens spécialisés de tel ou tel Ah, ça, sujet. Moi, mon c'est- travail, ce n'est que de parler aux gens, que de les faire parler, que de les écouter, que de les respecter autant que je peux, et y compris de leur dire quand on ne sait pas faire, quand on ne sait pas faire comme il faut, parce qu'on n'a pas tous les moyens financiers et humains, tout simplement de leur dire y compris ça. Parce que figurez-vous, moi, d'ailleurs, moi aussi, j'ai été élue pendant 19 ans adjoint au maire. J'habite à Creil, hein. Creil, vous imaginez en ce moment ce que ça signifie. Je suis fonctionnaire territorial depuis très longtemps. Et je suis aussi dans le milieu associatif, etc. Les gens, figurez-vous, quand on leur explique les choses sincèrement, eh bien, globalement, croyez-moi, ils comprennent, ils acceptent et ils font avec. Donc la sincérité, ça sera peut-être tout ce qui nous restera parfois, mais franchement, exerçons-la jusqu'au bout et exposons-nous là-dessus. Et moi, j'en ai jamais eu aucune insatisfaction et ça ne m'a jamais causé aucun problème, bien au contraire. Voilà, j'insiste sur quelque chose qui peut paraître un Oui. peu à côté du sujet de ce Non, matin. non, non, Mais c'est pas du tout à côté du sujet, hein, Galia. Je pense que c'est pas du tout à côté du sujet. Quand on parlait d'objectifs, la question un peu provoque, c'est pourquoi vous le faites pas tout seul, votre projet, en fait? Pourquoi vous n'êtes pas en train de faire votre projet tout seul? Et ça pose cette question de l'intention. Pourquoi vous êtes en train de le faire avec les autres? Est-ce que c'est une intention réelle de les faire enfin, si c'est que de l'information, il faut dire que c'est que de l'information. Et dans ce cas-là, les gens ne se sentent pas manipulés si on est en train de faire que de l'information. Mais si on leur dit qu'on est en train de faire de la co-construction et qu'en fait, on veut juste les informer, ce qui se fait quand même la plupart du temps, on n'est que dans de l'information et rarement la co-construction, on n'en voit pas tant que ça, des projets co-construits, mais il faut être très très clair avec les personnes et je vous rejoins mais complètement là-dessus. Et je pense qu'on peut tout dire et tout expliquer. oui. Moi, en tant que maire, j'ai pu tout dire et tout expliquer et par moment, dire voilà, là on s'est planté, là c'était pas bon, là c'était et savoir faire aussi des mea culpa de temps en temps. Je pense que c'est possible aussi. Et Et il plus faut c'est savoir le faire en fait. compliqué, ouais. Ouais. Plus c'est Il faut... compliqué, paradoxalement, et on fait tout l'inverse. Plus c'est compliqué, plus il faut s'expliquer, plus il faut être transparent. Et là, des choses compliquées, on n'a que ça devant nous, hein, sur les enjeux, notamment environnementaux, pour tous ceux qui travaillent, quasiment tout le monde là autour de la table, je pense. Et c'est colossal, ça nous dépasse, à bien des égards et ne pas le dire et camper dans le camp des sachants, c'est complètement,
à côté de la plaque et c'est vraiment pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà. Merci. Non, mais on vous a entendu. Est-ce qu'il y avait d'autres partages par rapport à ce retour-là, cette méthodologie? D'autres choses qui vous interpellent, d'autres questions? Ou est-ce qu'on s'arrête là? On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Du coup, on va vous envoyer donc tous les éléments par mail, à la fois ce que vous avez produit ce matin et à la fois la méthodologie en recto verso. On va même vous l'envoyer en PPTX pour que vous puissiez directement la modifier en format numérique. Comme ça, voilà. On vous demande juste de laisser en bas, il y a marqué qu'elle a été conçue par Pascal Jarry et Aline Guérin. Voilà, on vous demande juste de laisser les sources et références. Voilà. Et voilà. Et un grand merci à Décider Ensemble aussi et à Anouk qui est avec nous ce matin pour la coordination technique. et puis un grand merci à vous d'avoir fait cet atelier en numérique et à vous participants d'être venus. Voilà. En tout cas, on est très content que ça puisse continuer les rencontres encore en numérique aujourd'hui et demain. Donc au plaisir éventuellement si jamais vous vous connectez sur un autre atelier. C'est grand plaisir. Voilà. Et merci encore à l'atelier Alki Corbino pour ce travail participatif malgré les quelques soucis techniques qu'on a pu avoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.